Je vivais dans un box de stockage de 10 mètres carrés, mangeant des haricots froids à même la boîte de conserve, quand j'ai trouvé la mallette qui a tout changé. Je m'appelle Julien Moreau, et il y a 6 mois, j'avais tout. Une femme magnifique, 2 enfants, un emploi stable à la Syrie. Aujourd'hui, je fixe 50 000 euros en liquide et des coordonnées GPS pointant vers un endroit perdu dans le Jura. La note dit: ceci n'est que l'argent du voyage. Mais ce que j'ai découvert là-bas m'a fait comprendre que toute ma vie avait été orchestrée par quelqu'un que je n'aurais jamais soupçonné. Vous voulez savoir comment un homme passe des déjeuners dominicaux en famille à dormir sur un lit de camp entouré de murs en béton? Comment on perd sa femme au profit de son patron, ses enfants à cause de mensonges, sa dignité face à un monde qui vous frappe encore plus fort quand vous êtes déjà à terre? Laissez-moi vous raconter exactement comment c'est arrivé. Parce que la fin de cette histoire n'est pas ce que vous pensez. Ma femme Céline disait toujours que j'étais trop confiant. Julien, disait-elle en touillant son café, tu crois que tout le monde est aussi honnête que toi? Ça va te retomber dessus un jour. C'est drôle comme la personne qui vous met en garde contre les serpents peut être celle qui cache les crocs. Vincent Delacroix était bien plus que mon patron. Il possédait les industries Delacroix, le plus gros employeur de Montbard, en Côte d'Or. Son père avait bâti cet empire, et Vincent en avait hérité avec le goût des costumes sur mesure et des femmes des autres. J'y avais travaillé 18 ans, géré 40 hommes, fait tourner cette usine pendant que Vincent jouait au golf et comptait l'argent qu'il n'avait jamais gagné. Mon fils Lucas venait d'intégrer l'équipe de rugby du lycée, 14 ans et déjà plus grand que moi. Ma fille Emma, 11 ans, plus intelligente que ses 2 parents réunis. Du moins, je croyais qu'elle avait 2 parents. Il s'avère qu'elle avait un parent et une actrice jouant un rôle pour de l'argent. Mais voilà le truc quand on touche le fond. Parfois, on trouve des choses qui nous ont été cachées toute notre vie. Parfois, un oncle un peu fou qu'on connaissait à peine vous laisse bien plus que de l'argent. Parfois, il vous laisse la vérité sur la raison pour laquelle votre père est mort quand vous aviez 5 ans. Cette mallette, c'est mon oncle Marcel qui l'avait placée là avant de mourir. Un ancien militaire de la guerre d'Algérie qui était devenu étrange après l'accident de mon père à la Syrie, qui s'était installé dans le Jura, vivant comme un ermite. Tout le monde pensait qu'il était parano et cinglé. Il s'avère que quand vous avez raison sur tout, les gens vous traitent de fou jusqu'au moment où ils réalisent que vous étiez la personne la plus saine d'esprit de la pièce. Le garde-meuble sentait encore les cigarettes du précédent locataire. Février en Bourgogne, et je réchauffe une boîte de haricots sur un réchaud de camping acheté chez Cash Converters, le même endroit où j'ai vendu mon alliance pour 35 euros. L'alliance m'avait coûté 1800 euros. Le mariage m'avait tout coûté. Mais en tenant ce liquide entre mes mains, en lisant la note de Marcel sur la mort de mon père qui n'était pas un accident, j'ai réalisé quelque chose d'important. Céline m'avait envoyé un SMS disant que je mourrais pauvre et seul. Elle avait tort sur les 2 comptes. L'ancien Julien est mort, en effet. L'imbécile confiant qui croyait en l'amour, la loyauté et le travail honnête. Cet homme est mort dans un garde-meuble tenant 50 000 euros et une lettre qui disait que tout ce que je savais était un mensonge. Je m'appelle Julien Moreau. J'ai 43 ans. Il y a 6 mois, je n'étais personne de spécial, un chef d'équipe dans une scierie. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai découvert que mon oncle avait passé 40 ans à rassembler des preuves de meurtre. Que ma femme avait été placée dans ma vie dans le cadre d'une arnaque commencée avant même ma naissance. Et que l'homme qui m'avait tout pris était le fils de celui qui avait tué mon père. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de vérité. De comment parfois la vie vous arrache tout pour que vous puissiez enfin voir ce qui était toujours caché. C'est l'histoire d'un garde-meuble en Bourgogne, d'un chalet dans le Jura, et de 8 millions d'euros dont je ne connaissais pas l'existence. Montbard, en Côte d'Or, se trouve à 40 kilomètres au nord de Dijon. Le genre de ville où tout le monde connaît vos affaires avant vous. 12 000 habitants. Construite autour des industries de la Croix, comme un corps autour d'une colonne vertébrale. J'avais travaillé 18 ans à la Syrie. La sueur ne part jamais vraiment de vos vêtements, mais je la portais comme du parfum. Le travail honnête a sa propre odeur. Céline adorait ça chez moi quand on s'est rencontrés au lycée. Elle était Céline Arnaud,
capitaine de l'équipe de cheerleading avec des cheveux blond miel. J'étais juste Julien, le gars qui travaillait le week-end à la scierie et conduisait une vieille Peugeot 205. On s'est mariés juste après le bac. Ses parents pensaient qu'elle se rabaissait, mais Céline disait qu'elle m'aimait. Mon oncle Marcel a prononcé un toast étrange sur la méfiance envers les loups déguisés en moutons. Maintenant, je comprends qu'il essayait de me prévenir. Notre maison rue des Lilas n'était pas grande, mais on en avait fait notre foyer. Lucas est arrivé 2 ans après notre mariage. Emma, 3 ans plus tard. Je me souviens avoir tenu chacun d'eux pour la première fois, pensant que je n'avais jamais rien ressenti d'aussi parfait. La Syrie offrait une bonne mutuelle, un salaire stable, assez pour une semaine de vacances chaque été à La Rochelle. Des plaisirs simples pour des gens simples. Du moins, c'est ce que je croyais. Vincent Delacroix a hérité de la Syrie quand son père est mort il y a 10 ans. Le vieux Delacroix avait été dur, mais juste. Vincent n'était ni l'un ni l'autre. Il me laissait gérer les opérations pendant qu'il s'attribuait le mérite des profits. Il avait cette façon de regarder les employés femmes qui me donnait la chair de poule. J'aurais dû faire attention quand il a commencé à regarder Céline de cette façon. Mon oncle Marcel vivait dans le Jura, dans un chalet qu'il avait construit lui-même après son retour d'Algérie. Il débarquait chaque Noël avec des théories du complot. « Ils ont tué ton papa, Julien », disait-il après quelques bières. « Ils ont fait passer ça pour un accident, mais je sais mieux. » Ma mère le faisait taire, changeait de sujet. La dernière fois que je l'ai vu vivant, c'était à Noël il y a 1 an. Il m'a pris à part et m'a tendu une clé. « Pour quand tu en auras le plus besoin », a-t-il dit. Les signes avant-coureurs avec Céline ont commencé petits. De nouveaux vêtements trop chers. Des plaintes sur la maison trop petite, mon salaire trop modeste. Vincent dit qu'il y a des opportunités d'avancement, mentionnait-elle. Je pensais qu'elle essayait d'aider. Maintenant, je sais qu'elle préparait le terrain. Ce jeudi de mars a commencé comme n'importe quel autre jour, jusqu'à ce que mon contremaître Pierre me remarque transpirant. « Chef, rentre chez toi avant de contaminer toute l'équipe. » Je suis monté dans mon camion à midi, voulant juste me glisser dans mon lit. Quand j'ai tourné dans la rue des Lilas, j'ai vu la Mercedes de Vincent garée dans mon allée. Cette classe S argentée qui coûtait plus que ce que je gagnais en 2 ans, stationnée à côté de la Renault Clio de Céline. J'ai marché vers ma propre porte d'entrée. Elle était verrouillée, ce qui était étrange. J'ai cherché mes clés, et c'est là que je l'ai entendu. Le rire de Céline venant de l'étage. Le rire que je pensais être juste pour moi. Je me suis tenu dans mon propre couloir, écoutant ma femme et mon patron dans ma chambre. J'ai monté ces escaliers passant les photos scolaires de Lucas et Emma, passant notre photo de mariage. La porte de la chambre était entr'ouverte. Vincent était assis de mon côté du lit, enfilant ses chaussures. Céline était dans un peignoir de soie que je n'avais jamais vu. Il parlait de Paris, d'un restaurant avec vue sur la Tour Eiffel, comme s'il ne détruisait pas une famille. « Bonjour Vincent », ai-je dit depuis l'embrasure. Vincent a juste attrapé sa veste et m'a bousculé. On discutera de ça au travail demain. Céline n'a même pas essayé d'expliquer. Elle s'est assise à sa coiffeuse et a commencé à se brosser les cheveux. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé. « Est-ce que ça compte ?»« Nos enfants dorment dans cette maison, Céline. » Elle s'est retournée, son visage froid comme janvier. « Tes enfants ? Tu crois que Lucas veut te ressembler ? Se tuer au travail pour rien. Il mérite mieux que ça. » Elle a fait un geste autour de notre chambre comme si c'était une cellule de prison. Vincent m'emmène en Europe. Il m'achète un appartement au centre-ville. Regarde-toi, Julien. Tu as 43 ans et tu as atteint ton sommet. Chef d'équipe dans une scierie. C'est ça ton héritage ? Je rêvais d'avoir une famille. Elle a ri sans joie. La femme que tu aimais n'a jamais existé. J'ai joué un rôle, Julien. Je suis fatigué de prétendre. Le lendemain, je me suis présenté au travail. L'assistante de Vincent m'a appelé au bureau. « On fait quelques changements ?» a dit Vincent. « Réduction budgétaire. Ton poste est supprimé avec effet immédiat. J'ai été ici 18 ans. Signe l'accord de rupture et tu auras 2 semaines de salaire. Refuse et tu n'as rien. » J'ai signé. La sécurité m'a fait sortir devant des hommes avec qui j'avais travaillé pendant près de 2 décennies. Dans une ville comme Montbard, tout le monde saurait avant l'heure du dîner.
Les papiers du divorce ont été signifiés la semaine suivante. Céline avait engagé le meilleur avocat de 3 départements. Elle voulait la maison, les enfants, une pension alimentaire d'un homme qui venait de perdre sa seule source de revenus. Le garde-meuble est devenu mon univers après avoir perdu la bataille juridique. Le juge Roussel, qui avait reçu des contributions de campagne de Vincent Delacroix, a décidé que j'étais une influence instable. L'avocat de Céline m'a dépeint comme violent, utilisant mon moment de colère quand j'avais frappé le mur du garage après avoir reçu les papiers du divorce. Vivre dans un garde-meuble n'est pas quelque chose qu'on planifie. Vous dormez dans votre camion jusqu'à ce que les flics vous disent de circuler. Puis vous squattez des canapés. Puis vous vous retrouvez chez Annex Self Stockage, tendant 89 € empruntés pour un box climatisé. Le gardien de nuit, Karl, faisait semblant de ne pas remarquer quand j'ai commencé à rester après l'heure de fermeture. J'avais un lit de camp, une lanterne à batterie, mes vêtements dans des bacs plastiques. Je me douchais à la Basic Fit pour 10 € par mois. C'était ma 3e semaine quand j'ai décidé de trier les cartons que Céline avait jetés pendant le divorce. Album photo, médaille de guerre de mon père, décoration de Noël. Chaque carton était un coup de poing, des souvenirs d'une vie qui semblait être le rêve de quelqu'un d'autre. La mallette était coincée derrière un carton, couverte de poussière. Cuir marron, serrure à combinaison, avec une étiquette portant mon nom de l'écriture tremblante de Marcel. Mais Marcel était mort depuis 8 mois. J'ai forcé la serrure. La mallette s'est ouverte. De l'argent. Des liasses de billets de 100 €. Je l'ai compté 3 fois. 50 000 €. Mais c'était la lettre qui a tout changé. Julien, si tu lis ceci, tu as tout perdu. Bien. Un homme ne peut pas reconstruire tant que les fondations ne sont pas dégagées. Cet argent est l'argent du voyage. Conduis jusqu'à ses coordonnées GPS dans le Jura. Gare-toi au portail rouge sur le chemin du Loup Blanc. Marche vers le nord sur 1 kilomètre jusqu'au rocher qui ressemble à une tête d'ours. Derrière se trouve la vérité sur pourquoi ton père est mort. Ton père n'est pas mort dans un accident. Il a été assassiné par Delacroix Senior parce qu'il refusait de vendre sa part des droits miniers. Ces droits valent des millions maintenant, et ils t'appartiennent. J'ai passé 40 ans à rassembler des preuves. Le chalet a tout ce dont tu as besoin. Documents, enregistrements, photographies, même quelques surprises sur cette femme à toi. Ne fais confiance à personne. Ton cousin Didier est dans la poche de Delacroix. Ton père serait fier de l'homme que tu es devenu. Parfois le point le plus bas est juste où tu dois être pour voir les étoiles. Fais-leur payer. Marcel. Mon père possédait des droits miniers. Il avait été assassiné. Et Marcel le savait depuis le début. Le lendemain, j'ai acheté un Ford Transit d'occasion pour 8 000 € cash. Je l'ai chargé de matériel de camping et de provisions. Je n'ai dit à personne où j'allais. Avant de quitter la Bourgogne, je suis passé devant la maison rue des Lilas une dernière fois. Le vélo de Lucas dans l'allée, les nouveaux rideaux violets d'Emma. Cette vie continuait sans moi, comme si je n'avais jamais existé. Le trajet jusqu'au Jura a pris 3 jours. Les coordonnées m'ont mené profondément dans les montagnes. Le chemin du Loup Blanc était marqué par un panneau rouillé criblé de trous de balles. Le portail rouge s'ouvrait avec la clé de Marcel. J'ai garé le transit et marché vers le nord. La forêt était si dense que la lumière du soleil atteignait à peine le sol. Le rocher en forme de tête d'ours se trouvait dans une clairière exactement à 1 kilomètre. Massif, peut-être 5 mètres de haut. Derrière, caché par des broussailles, un sentier menait vers un chalet qui ne devrait pas exister. Ce n'était pas une cabane de fortune. Structure moderne avec panneaux solaires, antennes satellites, générateurs. La porte renforcée d'acier s'ouvrait avec une autre clé de Marcel. L'intérieur ressemblait à une salle de preuve de détective. Un mur couvert de photographies, documents et coupures de journaux remontant à 40 ans. Des classeurs méticuleusement étiquetés. 3 écrans d'ordinateur et du matériel de surveillance. La première chose que j'ai vue était la photo de mon père, jeune et souriant, debout à côté du vieux Delacroix. Ils tenaient des papiers, se serrant la main. La légende ? Accord de partenariat, 1976. Papa et Delacroix partenaires égaux. Les documents racontaient tout. Mon père,
Daniel Moreau, avait été le partenaire de Delacroix, possédant des droits miniers sur l'un des plus grands gisements de gaz naturel de Bourgogne. Delacroix avait besoin de ces droits. Mon père avait accepté un partenariat au lieu d'une vente. Puis les rapports de police de 1982. Accident industriel. Daniel Moreau, écrasé par un chariot élévateur mystérieusement défaillant. Enquête superficielle. Affaire close en 1 semaine. Mais Marcel avait trouvé la vérité. Registre de maintenance montrant que le chariot avait été révisé la veille. Police d'assurance souscrite par Delacroix quelques mois plus tôt. Un témoin qui avait vu Delacroix se disputer avec mon père. Mais ce n'était pas le plus gros choc. Dans un dossier marqué CA. Des photographies. Céline a 16 ans, avec Vincent Delacroix qui aurait eu 38 ans. Plus de photos au fil des années. Puis un document. Un compte bancaire au nom de jeune fille de Céline, ouvert à 17 ans, avec des dépôts réguliers d'une filiale Delacroix. Le matériel d'enregistrement contenait des dizaines de fichiers. J'ai cliqué sur un datant de 3 ans. La voix de Céline. Il devient suspicieux. Combien de temps encore dois-je jouer à la femme au foyer ? Vincent, jusqu'à ce qu'on puisse le provoquer. On a besoin qu'il soit discrédité, pas juste divorcé. Un autre enregistrement de l'année dernière. Céline. Je suis mariée avec lui depuis 16 ans. J'ai eu ses enfants. J'ai prétendu l'aimer si longtemps que parfois, j'oublie que je prétends. Vincent. Ses enfants sont à police d'assurance. Une fois qu'il sera brisé, les droits miniers reviennent à ses plus proches parents. En tant qu'ex-femme avec la garde complète, tu les contrôleras. Je me suis assis dans ce chalet pendant des heures. Céline ne m'avait jamais aimé. Elle avait été placée dans ma vie, une fille de 17 ans manipulée par un homme du double de son âge pour me détruire des décennies plus tard. Les documents financiers étaient stupéfiants. Les droits miniers valaient environ 8 millions d'euros. Marcel avait collecté les paiements pendant 40 ans, vivant comme un pauvre tout en bâtissant une fortune. Selon le testament, chaque centime était maintenant à moi. Mais Marcel avait été plus intelligent. Il avait construit un dossier juridique qui détruirait les industries Delacroix. Violations environnementales, fraude fiscale, corruption de fonctionnaires, y compris le juge Roussel. Les preuves étaient écrasantes. Le dernier fichier était un message vidéo de Marcel, squelettique, rongé par le cancer. « Julien, je suis désolé de ne pas avoir pu te le dire plus tôt, mais il surveillait. Si tu vois ceci, tu as tout perdu. Il ne surveillant plus maintenant. Maintenant, tu peux te battre. L'argent est à toi, légal et net. Tu peux prendre la fortune et disparaître, ou finir ce que ton père a commencé. Dans tous les cas, ils perdent. J'ai passé 3 jours dans le chalet, copiant chaque fichier, comprenant l'ampleur de ce que les Delacroix avaient fait. Le choix n'en était pas vraiment un. Fuir signifierait laisser le meurtre de mon père impuni. Laisser mes enfants croire que leur père était un raté. Le trajet de retour semblait différent. Je conduisais vers la justice avec un camion plein de preuves. Mon premier arrêt, le commissariat de la police judiciaire à Dijon. Le commandant Patricia Beaumont a écouté mon histoire avec scepticisme. Puis, je lui ai montré les documents. Son expression a changé. Elle a appelé d'autres enquêteurs, puis son supérieur. L'enquête a pris 4 mois. Commission rogatoire secrète, experts comptables judiciaires, agents fédéraux, interrogeant tous ceux qui avaient fait affaire avec Vincent. Je suis resté discret dans un petit appartement à Dijon pendant que la justice avançait. Les arrestations ont eu lieu un mardi matin. Vincent Delacroix emmené de son club de golf menotté. 3 conseillers municipaux, le juge Roussel, le commissaire de police. Les chefs d'accusation allaient de la fraude fiscale aux crimes environnementaux. Le meurtre ne pouvait pas être poursuivi parce que le vieux Delacroix était mort, mais son fils paierait pour la dissimulation. Céline a été arrêtée à l'école où elle récupérait Emma. Elle m'a appelé de la garde à vue. « Comment as-tu pu faire ça à tes enfants ? Ils verront leur mère arrêtée. » Leur mère n'a jamais été réelle. Tu étais une fiction, un personnage joué par une fille que Vincent a manipulée à 16 ans. Les enfants méritent de savoir qui est vraiment leur père. Elle s'est effondrée alors. On lui avait promis des millions pour me détruire, pour voler l'héritage de mes enfants. La femme que j'avais aimée a admis recevoir des paiements depuis le lycée pour se rapprocher de moi, m'épouser, avoir des enfants.
tout pour que les Delacroix volent ce que mon père était mort en protégeant. Le procès a fait les nouvelles nationales. Vincent a écopé de 15 ans. Céline 5 ans, probablement 2 avec réduction de peine. Les autres conspirateurs sont tombés comme des dominos. La vraie victoire est venue quand j'ai récupéré mes enfants. Lucas et Emma avaient vécu avec la mère de Céline pendant le procès. La première fois que je les ai vus, Lucas ne voulait pas me regarder. Emma a couru vers moi en pleurant. « Ta mère a fait de terribles choix », leur ai-je dit dans notre nouvelle maison. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Les gens sont compliqués. Ça a pris du temps, de la thérapie pour nous trois. La colère de Lucas a fondu vers la compréhension. La confusion d'Emma s'est installée en acceptation. On a trouvé notre rythme comme une famille différente, construite sur la vérité. J'ai utilisé l'argent de Marcel pour démarrer ma propre entreprise, Moreau et Fils, même si Lucas jure qu'il va être ingénieur. J'ai embauché Pierre et les bons hommes de Delacroix, leur donnant de meilleurs salaires et un vrai respect. Le garde-meuble où j'ai vécu est toujours à moi. Je paie les 89 € chaque mois et parfois j'y vais pour me souvenir. Karl, le gardien qui avait fait semblant de ne pas me remarquer, travaille maintenant comme superviseur chez moi. Tu te souviens d'où tu viens et tu ne perdras jamais de vue où tu vas. Oncle Marcel avait raison sur tout. Parfois, il faut tout perdre pour trouver la vérité. Mon père est mort en refusant d'abandonner ce qui lui appartenait, et il a fallu 40 ans pour que la justice arrive. Marcel a vécu comme un ermite, rassemblant preuves et fortunes, sacrifiant sa vie pour que la vérité fasse surface. Et moi, je suis passé de manger des haricots froids dans un garde-meuble à posséder 8 millions d'euros et une entreprise florissante. Mais la vraie richesse n'est pas dans le compte en banque. Elle est dans le rire de Lucas quand je l'aide avec ses devoirs. Elle est dans le sourire d'Emma quand elle me montre son projet scientifique. Elle est dans le fait de savoir que mon père serait fier, que le sacrifice de Marcel a signifié quelque chose, que parfois la pire chose qui vous arrive est un cadeau enveloppé de fils barbelés. Céline a dit que je mourrais pauvre et seule. Elle avait tort. Mais plus important, elle m'a montré que vivre un mensonge entouré de gens est la vraie solitude. La vérité, même quand elle détruit tout ce que vous pensiez savoir, c'est la liberté. Et la liberté, j'ai appris dans un garde-meuble en mangeant des haricots froids, vaut plus que tous les droits miniers de Bourgogne. Je m'appelle Julien Moreau. Je n'étais personne de spécial, juste un chef d'équipe essayant d'élever correctement ses enfants. Mais parfois, personne de spécial est exactement qui doit se lever et se battre. Parfois, l'homme ordinaire est celui qui fait tomber un empire construit sur les mensonges et le meurtre.